Mason Greenwood va-t-il réaliser la meilleure saison de sa carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille après une saison contrastée, énorme devant le but, catastrophique sans ballon, ce qui lui a coûté sa place de titulaire à un moment de la saison? L'ailier anglais semble plus motivé que jamais, en témoigne sa phase de préparation, ses stats affolantes, un collectif renforcé et la confiance totale de Longoria, Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi. Est-ce enfin l'année où tout bascule pour Mason Greenwood? On va en parler avec Samy. Déjà très content d'être là avec toi, Samy, aujourd'hui pour en parler. Bienvenue. Plaisir partagé, Tino. Très content de te retrouver et retrouver les auditeurs. Voilà, t'as fait un petit crochet par l'Algérie pour mieux Pas, revenir. pas très loin de Marseille, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager pour évidemment nous aider à faire ces vidéos, à les rendre de plus en plus travaillées, de plus en plus qualitatives. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait sur Instagram, Twitter et TikTok. Ouais, TikTok, on est un peu plus discret, mais ça va arriver. Et évidemment, YouTube, abonne-toi parce que la qualité arrive, comme je viens de te le dire. On va se récapituler un peu l'arrivée de Mason Greenwood pour faire un truc assez complet. Euh, Samy, Mason Greenwood, on le recrute à Getafe, voilà, où il a fait une saison de la rédemption, j'ai envie de dire. 36 matchs, mais 10 buts, 6 passes décisives. Voilà, il était un peu encore peut-être abasourdi par tout ce qui lui était arrivé. Et sa première vraie saison, enfin vraie saison, il a fait 36 matchs aussi à l'Olympique de Marseille, comme à Getafe, sauf que là, il a le même nombre de minutes, à 60 minutes près, entre Getafe et l'Olympique de Marseille, sauf que là, il marque, c'est pas 10 buts et 6 passes D, mais 22 buts et 5 passes décisives. Alors, on va pas parler, je pense pas que la différence de championnat soit vraiment comment, un facteur décisif dans cette différence de chiffres. Toi, déjà, comment t'expliques, est-ce que tu as une éventuelle théorie, si ce n'est le mental du joueur, dans la différence entre ces deux saisons, Getafe et Marseille après avec De Zerbi? Pour moi, l'explication, elle est toute trouvée, en tout cas à mon sens. Quand tu reviens après une période d'un an et demi, un an et demi sans jouer, et que tu reviens pour une première saison, il faut pas s'attendre, même à un jeune âge, il faut pas s'attendre à ce que tu crèves l'écran. C'est clairement une saison de reprise, une saison où il retrouve les sensations du terrain, où il retrouve voilà, ses repères également, qui plus est dans un nouveau club, c'est-à-dire qu'il n'a pas c'est pas juste qu'il a repris, il a aussi repris dans un nouveau club. Il n'a pas repris dans son ancien club avant que toutes ces histoires explosent. Donc, une adaptation à un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Donc, pour moi, l'explication elle est vite trouvée. Et comme tu l'as dit, sa première vraie saison, tu as fait un lapsus, mais qui est pour moi est juste. Sa première vraie saison, c'est la saison à l'OM, parce que c'est une saison où la saison d'avant, bah, il était footballeur. Alors que quand il reprend à Retafe, Hmm. bah, la saison d'avant, il était hors du champ footballistique. Donc, ça change tout pour moi. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a une petite saison de transition et ça peut expliquer voilà ce qu'on a dit là, cette différence de statistiques. Alors, on a 22 buts. Il est quand même co-meilleur buteur de Ligue 1 dans un effectif qui a souffert mais qui a été efficace. 60 buts sur les 30 premiers matchs, c'est le meilleur total pour l'OM depuis 1971. On a quand même 10 pénaltys, mais voilà, le penalty ça fait partie du jeu, donc j'ai pas envie d'amenuiser cette performance. Alors, il y a eu quand même quelques tâches, on va dire, à ce tableau blanc. C'est les problèmes de comportement, notamment dans l'implication défensive. Samy, toi, tu m'as trouvé des statistiques qui sont criantes, que je vais faire apparaître à l'écran. C'est que Mason Greenwood est l'un des pires ailiers de Ligue 1 en termes de distance parcourue, en termes de distance à intensité modérée, ainsi qu'à haute intensité, de distance en sprint, d'accélération et de course à haute intensité et de sprint. Voilà, il est à chaque fois dans la frange entre 43 et 52e sur 52 joueurs, sur 52 comparés. C'est le dernier de la classe, quoi. C'est le dernier, c'est vraiment le cancre avec son bonnet d'âne. Alors, les stats où il est le meilleur, c'est 22e sur 52 en termes de pointe de vitesse et 32e sur 52 à forte accélération, ce qui est au niveau des efforts absolument catastrophiques. Je sais pas si tu as un autre mot. Oui, oui, ça reflète très bien ce qu'on a vu et ce que Roberto De Zerbi a enduré durant toute la saison. Alors après, c'est aussi un peu à nuancer parce que finalement, ces stats-là sont très révélatrices, mais à un moment dans la saison,
De Zerbi a cherché justement à le recentrer dans le jeu pour faire en sorte qu'ils défendent moins dans la verticalité, c'est-à-dire qu'ils fassent des allers-retours et donc, comme tu viens de le dire, les sprints à haute intensité, les allers-retours vers l'arrière pour aller aider Murillo. Ça, De Zerbi a rapidement jeté l'éponge et il a rapidement compris que Greenwood ne le ferait pas. Et donc, dans un second temps, il lui a demandé juste de faire comment dire, à la relance adverse, les premières courses pour venir gêner la relance adverse. Ouais. Et donc, venir travailler directement sur la relance pour que derrière, il n'ait plus besoin de courir derrière et de faire 30, 40, 50 mètres vers l'arrière. Donc, c'est aussi ce, cette, euh, cette adaptabilité que De Zerbi a trouvée qui explique ses stats assez faibles. Mais il y a aussi son comportement et sa volonté qui est, on va dire, nulle, Hmm. qui explique aussi ces stats-là. Mais tu dirais que ce changement, cette adaptation déjà de Zerbi l'a appliqué quand? Et est-ce que tu peux la mettre en contraste justement avec le moment où il a ciré le banc, notamment contre le PSG? Pourquoi De Zerbi a quand même pété un plomb, malgré le fait qu'il ait à un moment jeté l'éponge? J'ai bien compris que ce serait pas son homme défensivement. Alors, il l'applique quand? Il applique au moment du changement de système. Si je dis pas de bêtises, le changement de système, il intervient juste après Auxerre, le match aller. Donc à ce moment-là, c'est juste après la trêve internationale du mois de novembre. Euh, alors après, c'est une adaptation, mais comme on l'a dit, ça reste Greenwood. Ça peut marcher quelquefois, mais il n'a jamais vraiment très très bien fait ça. C'était un moindre mal, je dirais. C'était Hmm. vraiment un moindre mal. C'est-à-dire que aller gêner la relance adverse, ça te demande beaucoup moins d'efforts qu'aller faire l'aller-retour derrière, taper 30-40 mètres. Donc il le faisait, mais c'était pas significatif, c'était pas considérable. Donc forcément, sur la durée, c'est pas quelque chose, je dirais pas que ça n'a pas marché, mais c'est pas quelque chose qu'on retient et on s'est dit ça a vraiment marché et De Zerbi a bien fait de faire ça. Et donc ça explique qu'à un moment à un moment donné durant la saison, il a eu ce trou d'air. Mais ce trou d'air, on peut aussi pour moi, c'est aussi un trou d'air offensif parce qu'à ce moment-là, offensivement, il faisait aussi beaucoup moins de différence. Il a un vrai passage à vide aussi avec ballon. Donc le trou d'air, moi, je l'expliquerai pas que par son implication défensive. Mais moi, je continue à croire, et on va en parler après par rapport à la prépa, je continue à croire que De Zerbi a bien fait justement de le recentrer dans le jeu parce que c'était une cause perdue en fait Ouais. pour que Greenwood vienne aider son latéral à défendre. Et le fait de lui dire, bah, j'ai juste besoin que tu ailles juste gêner la relance adverse. Et puis si on récupère le ballon, tant mieux. Si on le récupère, tant pis. Je vais trouver d'autres solutions pour défendre, mais je sais que j'aurais pas à compter sur toi. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors justement, tu as parlé de la prépa, on va en parler, mais d'abord, tu as quand même déniché des stats qui sont assez frappantes. C'est qu'on parle de ses errements défensifs, pardon, mais son apport offensif, c'est assez impressionnant. Les joueurs qui côtoient, en tout cas dans les tableaux, on a par exemple cette liste de joueurs, voilà, ce classement de joueurs sur les réalisations offensive. Alors, il me semble que ça implique les passes et ça implique les Du courses, tir cadré. les tirs cadrés, ça implique donc ça englobe tout ce qui peut être considéré comme un apport offensif. Et alors Greenwood récolte le nombre de 210 dans cette stat-là, juste derrière un certain Lamine Yamal qui est en course pour le Ballon d'Or, et devant Olysée, devant Gyökeres qui a mis pas moins de 62 buts cette saison, Vinicius, enfin des il y a un Simon qui vient se nicher à la septième place quand même. C'est pour dire le, l'anomalie que c'était ce joueur au FC Nantes. Et ensuite, tu as Salah, etc. Qu'est-ce qu'elle vaut cette stat pour toi, Samy? Et aussi, on a les expected goals combinés aux expected assists. Alors, si on prend toute la frange d'âge, la tranche d'âge, pardon, U23, Greenwood est premier devant Cole Palmer et Lamine Yamal avec 25,8. Lamine Yamal est à 23,3. Et quand on prend tout âge confondu, il est troisième derrière Rafinha et Mohamed Salah, des joueurs qui ont été évoqués pour le Ballon d'Or. Est-ce que c'est des stats qui sont incroyables, mais est-ce que tu as envie de toi les remettre en perspective ou c'est quand même un révélateur de ce que Mason Greenwood est capable d'apporter et ce à quoi on va devoir s'attendre encore cette saison parce que c'est quand même impressionnant.
Alors comme tu viens de le présenter, le tableau il est flatteur parce que là on parle pas juste de bons ou de très bons joueurs, on parle de ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de joueurs qui jouent à son poste. On parle de joueurs, ballon d'orables, Hmm. donc forcément le tableau Bel il est flatteur adjectif. et on peut pas lui enlever. Et c'est là le grand paradoxe, c'est-à-dire que, comme on l'a dit précédemment, défensivement, bah, c'est ce qui se fait de pire en Ligue 1 et peut-être même en Europe, mais offensivement, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Et c'est aussi, ça représente aussi la grande difficulté qu'a eu De Zerbi cette saison, c'est-à-dire la difficulté de faire progresser Greenwood sur l'aspect du talent et du travail le talent à travers ce qu'il est capable de faire offensivement avec le ballon. Et donc, ce que tu viens de présenter, ça l'illustre très bien. Mais il n'a pas été capable de réconcilier ce talent-là avec le travail, c'est-à-dire le travail défensif. Donc, finalement, c'est un paradoxe qui trouve son explication. Et cette mission que De Zerbi n'a pas réussi. Et quand je dis n'a pas réussi, c'est pas un reproche que je lui fais. Hmm. C'est plutôt juste un constat et on lui en veut pas. Mais il y a vraiment eu cette difficulté-là à lier les 2 et faire en sorte que, ça soit, le joueur qui, puisse être, dans les meilleurs offensivement et également dans les meilleurs, défensivement. Mais le tableau il est édifiant, il est flatteur. Moi je regardais encore des images de Greenwood sur la saison dernière. Quand je le vois avec ballon, c'est un joueur qui est encore très jeune. On a l'impression qu'il a une grosse marge de progression, mais moi je me demande où est-ce qu'il peut vraiment progresser? Parce que tu as vraiment l'impression qu'il est déjà assez proche de la perfection, qu'il fait tout justement, qu'il fait toujours le bon choix. Quand il faut éliminer, il élimine, quand il faut frapper, il frappe et on a eu un certain nombre de buts, sortis de nulle part la saison dernière où il trouve des angles, qu'aucun autre joueur ne peut trouver. Je pense au but contre Toulouse ou contre Le Havre en Hmm. fin de saison. Effectivement. Heu, il c'est un joueur qui est capable de renverser, l'aile. Et ça va être un aspect intéressant du jeu de l'OM cette saison. Enfin, je veux dire, offensivement, il sait tout faire, il se trompe jamais. On a rarement vu des images de l'OM la saison dernière où Greenwood, avec le ballon, s'est trompé dans le timing, dans le dosage, dans le choix. Je trouve même qu'il est tellement fort offensivement que je trouve même pas que, même à son jeune âge, il est encore perfectible. Je trouve qu'il est vraiment, il a déjà touché le très très haut en fait. Est-ce qu'il y a pas des fois où il était un peu en dedans, mais c'est vraiment des matchs où on lui a vraiment, on lui est vraiment rentré dedans en mode ok là il a pas envie. Bah oui, mais après ça, j'ai envie de dire, ça sera, on pourra jamais le décorréler en fait de son jeu et de sa personnalité. Je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui est comme ça. Certains diront nonchalant, on peut trouver plein de synonymes, mais tu t'aperçois que même comme ça, bah, on parle quand même d'une saison à plus de 20 buts, avec 5 passes décisives. Donc, ça va être encore une mission de Zerbi de nuancer, on va dire, nuancer cet aspect-là de son jeu, de sa personnalité, mais il ne pourra jamais vraiment, vraiment l'effacer, ça c'est évident. Après, on peut aussi ce dont tu parles, on peut aussi l'expliquer par, à un moment de la saison, c'est comme sur le côté gauche, tu avais pas son pendant Ouais. offensif, heu, tu ne pouvais plus utiliser Greenwood comme tu l'utilisais, en début de saison, c'est-à-dire en facteur X, en finisseur d'action. Tu l'utilisais vraiment dans la création, Mm. et donc forcément là, tu es beaucoup plus pris dans les prises à 2, dans les prises à 3. Et donc justement, l'enjeu de la saison à venir, c'est avec l'arrivée de Peshao et de plein d'autres joueurs, offensivement, Aubameyang, voire d'autres qui vont arriver, c'est justement trouver les pendants sur le côté gauche pour faire en sorte de déconnecter au maximum Greenwood du jeu de l'OM et pour qu'il puisse être oublié un peu plus par les défenseurs, attirer l'attention sur d'autres joueurs offensifs pour que lui puisse venir finir les actions comme il le faisait en début de saison. Et quand je dis finir les actions, c'est pas juste pousser le ballon dans le but, mais c'est le trouver dans les 20 derniers mètres du terrain. Et comme je le disais tout à l'heure, comme tu sais qu'il est capable de toujours 99% du temps avoir le geste juste, savoir quand il faut éliminer ou bien savoir quand il faut frapper, et bah tu es sûr que quand tu lui donneras le ballon, il y a de très fortes chances que ça finisse au fond. Mm. Comme tu dis, l'OM a décuplé les menaces et possède pas n'importe laquelle. C'est Mason Greenwood et effectivement mis dans les meilleures dispositions. On va y venir. Ça va être assassin et criminel. Parce que là, comme tu dis, il a fait une sacrée prépa. euh, Où on l'a vu renverser. D'ailleurs, on en a parlé dans les débriefs, notamment contre Valence. J'ai pas trop vu contre Séville, mais il renversait pas mal l'aile. Ça doit être un aspect du jeu sur lequel il va plus se concentrer cette saison. Mais on dirait qu'il est vraiment plus motivé.
En tout cas, en tout cas que ces problèmes de comportement sont pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, puisque comme tu as dit, ça va être dur de le décorréler de sa personnalité, sont pour l'instant derrière lui. On parle quand même d'un mec qui a mis 10 buts et 2 passes D sur les 10 derniers matchs, en incluant jusqu'au 22 juillet, donc en incluant deux matchs amicaux. On a son but contre le Havre, qui est un souvenir impérissable, qui est quand même un but qui est décisif. Le mec prend sa responsabilité pleine poigne, il te met un tir surpuissant dans les buts havrais. On a ces 6 buts en 5 matchs amicaux, dont un impressionnant contre Charleroi. Et puis, comme tu as dit, un meilleur effectif. Est-ce que toi, d'ailleurs, qu'est-ce que, comment tu penses qu'il va combiner avec les nouvelles recrues offensives? On pense notamment à Paixão, on pense à Aubameyang, tu les as cités, mais il y a aussi Timothy Weah, il y a Angel Gomez. Est-ce que toi, tu penses qu'avec les plus-values qu'on a fait sur le mercato, est-ce que tu penses que Greenwood va vraiment dynamiter, être le dynamiteur et faire une saison hors du commun? Oui, et je pense même qu'aujourd'hui, toutes les recrues que l'OM est en train de les faire, elles sont pensées par rapport à la présence de Greenwood dans le 11. C'est-à-dire que quand tu fais venir un joueur comme Peshao, tu le fais venir parce que tu sais, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un joueur qui est capable aussi d'attirer l'attention des défenseurs pour pouvoir faire oublier un petit peu Greenwood. C'est pour ça que la saison dernière, sur la fin de saison, De Zerbi et Benatia insistaient sur le côté d'un ailier gauche plutôt dribbleur et dans la percussion. Alors, on a parlé assez longuement. Peut-être que Peshao n'est pas à 100% ce profil-là, mais en tout cas, il se rapproche quand même un petit peu et ça peut aider à soulager. Et par exemple, un joueur comme Angel Gomez, bah, par exemple, sur les séquences où l'OM va charger sur le côté gauche, va fixer sur le côté gauche avec le ballon, quand tu as un joueur comme Angel Gomez qui est capable de faire des renversements de jeu, on l'a vu notamment face à Lens, il a très bien fait, face à Valence, il a très bien fait. C'est Florian Euh, Thauvin qui te matrix là? ouais, c'est les couleurs surtout. Euh, et t'as un joueur comme Angel Gomez qui est capable de renverser et donc si tu fixes côté gauche avec un Peshao par exemple ou avec un Aubameyang, tu fais oublier Greenwood sur le côté parce que tu auras je sais pas moi 6 7 8 joueurs de l'équipe adverse qui seront fixés sur le côté gauche donc forcément Greenwood à droite qui sera en position normalement de 1 vs 1 et là tu sais qu'il est clinique, il est létal, qu'il ne laisse aucune chance à son adversaire et donc ça peut faire mouche rapidement. Donc moi je trouve vraiment que tout le mercato est vraiment. Il y a une ligne rouge dans ce mercato, et cette ligne rouge, pour moi, elle est incarnée par Mason Greenwood. C'est-à-dire que je pense que toutes les recrues sont. On aborde toutes les recrues de manière à voir comment elles peuvent s'imprégner dans le jeu de l'OM avec comme facteur X Greenwood. Ça sent les 30 buts, non? Après, En vrai de vrai. Je m'enflamme. je veux Non, c'est pas, ça peut être réaliste, mais je pense que la répartition aujourd'hui, elle est plus équilibrée qu'elle ne l'était la saison dernière et que justement on devrait s'en réjouir, de ne pas de ne pas dépendre que d'un joueur parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a quand même eu un trou d'air en milieu de saison et tu as quand même dû te passer de lui sur deux, trois matchs, dont un match très important, Classico à l'extérieur. Donc c'est aussi bien de ne pas dépendre que de lui et d'avoir plusieurs joueurs qui sont capables d'aller chercher les 15-20 buts. Après, s'il refait une saison à 20 buts, ça sera déjà très satisfaisant. Ce sera, ouais, en tout cas très satisfaisant et si c'est 30 buts légendaire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que son statut a un peu changé. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais en préparant l'émission, je me suis rendu compte que le fait, alors l'info des 97 millions demandés pour son transfert est contraste vachement avec les infos sorties dans la presse l'année dernière. C'est-à-dire, voilà, on ne sait pas si Mason Greenwood va rester 1 an, 2 ans, mais en cas de grosse offre, Greenwood ne serait pas invendable. Là, il a quasiment le statut de vraiment d'intransférable. Ça veut dire que peut-être que Longoria et Mehdi Benatia en ont fait vraiment une pièce centrale du projet en adéquation avec l'info qu'on a eue. Justement, c'est De Zerbi qui dit je l'ai jamais, enfin je l'ai trouvé dans une forme incroyable. Voilà. Est-ce que Longoria et Mehdi Benatia ont été séduits
par le comportement de Greenwood, en tout cas, ont été confortés dans l'idée que ce mec était comment l'acteur principal qu'il fallait à ce projet. Et voilà, ont fait évoluer leurs pensées sur Mason Greenwood. Alors, ce qui était un peu flou est devenu aujourd'hui net, c'est-à-dire que Mason Greenwood est une pièce centrale du projet, et donc, pour la première fois, est-ce qu'il se sent vraiment concerné depuis ces affaires extrasportives, évidemment, qu'on connaît tous? Est-ce qu'il s'est dit, ah ok, là on a un club qui me fait confiance et qui est pas prêt à se séparer de moi à la première offre pour faire une plus-value? Là, il se sent vraiment impliqué sportivement. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça le déclic mental, en tout cas, qui pourrait changer la face de Mason Greenwood, en tout cas à l'Olympique de Marseille et dans le football actuellement, faire ce qu'il n'a jamais fait finalement. Je sais pas si tu es d'accord un peu avec cette théorie. Oui, oui, je te rejoins là-dessus et je vais même te proposer un parallèle. C'est comme quand il y a un an, tu proposes le brassard de capitaine à Balerdi, Mm. alors qu'à ce moment-là, on se disait tous, mais s'il y a bien un joueur à qui tu ne peux pas donner le brassard, c'est bien Balerdi parce que la concentration, parce que sortir des matchs, parce que les cartons jaunes. Et justement, en lui donnant le brassard, la mission, c'est de se dire, bah, on va le responsabiliser sur ses points faibles pour qu'ils puissent les gommer. Parce que quand tu sais que tu as le brassard, bah, tu peux moins te permettre certaines choses, certaines pertes de concentration, certains cartons jaunes un peu bêtes. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même management je sais pas comment appeler ça, par la pédagogie avec Greenwood, c'est-à-dire on va te donner un statut que avec ce que tu as montré sur le côté comportement sur la saison, bah, peut-être que c'est pas au premier abord, c'est pas la chose la plus évidente, mais justement en te donnant ce statut-là, on te, comment dire, on te pousse dans tes derniers retranchements pour te forcer à. Je sais Mm. pas si tu vois un peu le parallèle. Ouais, 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 bien sûr. Tu es Bah, obligé de t'impliquer en fait finalement, ouais, c'est un peu parce que la la place qu'on carotte te donne. mentale. Exact, voilà, voilà. Mm. Bah, tu as trouvé une belle image. La carotte mentale, parce que, bah, tu pas le choix, en fait. Avec le statut qu'on te donne, aux yeux du grand public, aux yeux aussi du reste de l'effectif, tu ne pourras pas te permettre certaines choses que tu t'es permis la saison dernière. Et puis, si en plus on y rajoute à ça le fait que, là, on tourne sur un jour où, durant la journée, il y a une info qui est sortie sur un joueur qui viendrait à son poste. Mm. Si tu ajoutes à ça une concurrence avec un niveau, je vais pas dire équivalent, mais un niveau quand même qui tourne autour, bah, tu fais en sorte de limiter au maximum le risque que bah, Greenwood décroche à un moment dans la saison comme il a fait l'année dernière au mois de mars. Et donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Je suis mort, t'as pas nommé Zegrova comme si c'était encore une info qu'on pouvait pas sortir. Non, je sais pas pourquoi je l'ai pas nommé. Ouais, Zegrova, top niveau d'ailleurs. Bah, je vous invite à aller voir la vidéo de Lilian et Ariles à ce sujet parce que c'est très intéressant. Est-ce que, bah, on peut en parler vite fait. Zegrova, il viendrait pas, enfin, il viendrait peut-être en doublure et concurrencer Greenwood. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette interview vu que, enfin, cette rumeur vu que tu l'as pas encore commenté. Ouais, pour moi, il viendrait en concurrence de Greenwood. Mais pour moi, c'est évident parce que au risque de me répéter, la saison dernière, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as un Greenwood qui a vraiment décroché mentalement, mais pas que mentalement. À un moment dans la saison, il a eu un vrai trou d'air. Et t'as Et mis donc, Bilal Nadir. exactement, tu as mis Bilal Nadir, avec tout le respect qu'on a pour lui, c'est un joueur très méritant. Mais là, déjà, en faisant venir un joueur du calibre de Zegrova, bah, tu maintiens sous pression Greenwood, donc tu sais que tu limites le risque qu'il décroche. Et puis, quand bien même il décrocherait, et bah, tu sais que derrière, tu as quand même un joueur qui est capable de prendre le relais. Et pour moi, en fait, finalement, en reprenant ces deux éléments que je viens de présenter, Hmm. bah, en fait, la piste, elle est tout sauf surprenante. Elle est plutôt même logique par rapport à ce qu'on a vécu la saison dernière et par rapport à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait du mental de Greenwood et des risques qu'il peut présenter. Ah, ce serait vraiment un saut qualitatif. Mais en tout cas, par rapport à la théorie, aux deux théories qu'on a présentées, je trouve que ta théorie complète bien la mienne parce que bah, c'est vrai que mentalement, quand tu mets un être humain, que ce soit dans une entreprise ou dans un club de foot, quand tu dis à un être humain que on te fait confiance et on connaît tes capacités plutôt que pour l'instant tu es en CDD, et, tu peux être parachuté à n'importe quelle offre dans un endroit où on sait même pas si tu seras bien accueilli par rapport à ce que tu as été par le passé et où tu seras bien accueilli par les supporters, etc. Enfin voilà, où tu seras même bien accueilli par les joueurs. Voilà, retrouve-toi un autre projet pour Greenwood. Je pense que ça représente trop d'inconnus et ça peut être assez déstabilisant.
Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose à dire. On n'a pas évoqué la Ligue des Champions, mais pareil, la Ligue des Champions, peut-être que ça peut représenter un facteur de motivation pour lui. En tout cas, il va avoir à cœur de se montrer et peut-être ça peut représenter une rédemption au niveau du football européen parce que pour l'instant, on le rappelle, il a plus fait d'Europe depuis Manchester United et c'était de l'Europa League. Donc là, il va vraiment découvrir la Ligue des Champions. On le rappelle, il était présent pour la remontada de Manchester United contre le PSG, mais il était vachement jeune encore. Donc voilà, la Ligue des Champions, source de motivation aussi pour lui, surtout sous Roberto De Zerbi. Oui, oui, absolument. Et par rapport à ce qu'on a présenté en début de vidéo, quand on parlait, quand on disait que sur certaines stats offensives de création d'occasion, de tir cadré, de passes dans le dernier tiers, de passes clés, de passes décisives et de buts, il était parfois, selon les stats, juste devant des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha, Salah ou juste derrière, un tout petit peu derrière. Euh, Là, ces joueurs-là, ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont capables de le faire dans leur championnat domestique, mais également de le reproduire en Ligue des Champions. Pour Greenwood, on sait qu'il est capable de le faire dans son championnat domestique, mais on ne sait pas encore s'il est capable de le faire en Ligue des Champions. Donc là-dessus, pour lui, il y a un véritable enjeu. Et on sait aussi que c'est quand même pas un joueur qui est voué à rester éternellement à l'OM, et on pense que c'est pas ce qu'il veut, et c'est normal. Hmm. Forcément, le fait de briller et de reproduire ce qu'il a fait cette saison Ligue 1 en Ligue des Champions, ça doit être une motivation pour lui, ça c'est évident. Merci Samy, c'était vachement bien. Voilà, Merci à toi. je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et que tu voulais évoquer. Je pense qu'on a été très complet. C'est vrai qu'on a été complet sur le joueur. En tout cas, je te remercie. J'invite tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone. Je crois que tu repars en vacances un peu. Tu nous requittes un moment, Samy, mais on te verra Ouais. sur la saison régulière. Oui, oui, au milieu de semaine prochaine, mais je suis encore là pour une semaine, et puis bien sûr, on sera là tous ensemble pour vous accompagner durant toute la saison Ouais. à venir. Très hypé par cette saison. En tout cas, on est tous très hypés. On va essayer de vous donner beaucoup de qualité à la hauteur de la saison des hommes de Roberto De Zerbi. Je vous invite à aller voir ce qu'on fait sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok où il va y avoir du contenu. Et évidemment, likez cette vidéo, likez aussi nos autres vidéos et allez vous abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM. Merci Samy. Ciao.